Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 expressions idiomatiques françaises fréquentes dans les conversations. Une expression idiomatique est une construction, une locution particulière à une langue. Ce sont le plus souvent des expressions très imagées ou métaphoriques, qu'il ne faut surtout pas chercher à traduire mot à mot, et c'est d'ailleurs souvent impossible, le résultat n'ayant aucun sens. Donc, pour enrichir votre vocabulaire, il est important de découvrir la signification socioculturelle et historique des expressions idiomatiques qui sont absolument partout. Dans le milieu professionnel, dans les conversations entre amis, dans les films, les livres, etc. Elles ne sont pas une priorité quand on commence à apprendre une langue, mais à terme, si vous voulez parler couramment, voire passer pour des natifs, elles sont essentielles. Et en plus de les comprendre, il faut savoir les utiliser. Elles permettent d'approcher la culture d'un pays, d'apprécier la poésie de la langue. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Première expression, toucher du bois. Cette expression signifie conjurer le mauvais sort, croiser les doigts. Elle accompagne un geste superstitieux. Si je dis « je touche du bois », j'accompagne les mots du geste de toucher un objet en bois qui est à portée de ma main. Je peux aussi dire « je croise les doigts » ou « me signer ». Cela dépend des convictions ou des habitudes de chacun. Apparemment, cette superstition remonte à très loin, puisque les Perses et les Égyptiens la pratiquaient déjà. Pour les Perses, le fait de toucher du bois permettait de se mettre sous la puissance protectrice d'Atar, le génie du feu, dans la religion zoroastrienne ou mazdéenne. Rien à voir avec ceux qui aujourd'hui adorent les voitures Mazda. Bien sûr, je plaisante. Mazda signifie loi suprême, sagesse, lumière, et il s'agissait pour les Perses du plus grand des dieux. Pour les Égyptiens, ils touchaient du bois parce qu'ils pensaient que le bois diffusait une forme de magnétisme bénéfique. Au Moyen-Âge, les chrétiens disaient que l'habitude de toucher du bois venait de ce que le Christ avait été sacrifié sur une croix en bois. Toucher du bois était donc une forme de prière qui permettait de se protéger des effets du sort. Alors, nous n'avons pas toujours du bois à portée de la main. Et nous disons souvent cette expression en se touchant le crâne. En fait, nous disons « je touche du bois et de la peau de singe ». Et toucher de la peau de singe est une expression synonyme de toucher du bois. Et elle vient du nord de la France. Elle est exprimée généralement en posant la main sur la tête pour conjurer le mauvais sort. Le geste de la main sur la tête est une sorte de protection pour éviter que le malheur ne s'abatte pas dessus. Toucher la peau du singe existe donc uniquement pour conjurer le malheur lorsqu'il arrive ou lorsqu'on parle d'un malheur. Alors, en anglais, l'équivalent serait to touch wood ou to knock on wood. Et en allemand, auf Holz klopfen. Et en italien, toccare ferro. Expression numéro 2. Avoir le cafard. Cette expression signifie avoir des idées noires, être déprimé. On dit aussi ne pas être dans son assiette, broyer du noir. Le mot cafard a 4 sens en français. Au XVIe siècle, le mot cafard désignait une personne non croyante ou peu croyante, mais qui faisait croire qu'elle l'était, c'est-à-dire un faux dévot, comme le Tartuffe dans Molière, donc quelqu'un de fourbe. Ce mot désigne aussi une personne qui dénonce les autres, qui cafarde.
ce qui rejoint le sens de fourbe ou hypocrite. Ensuite, le cafard est un insecte marron ou noir qu'on appelle aussi blatte ou cancrelat et qu'on trouve dans les endroits peu soignés. Cela rejoint peut-être le sens du bigot vêtu de noir qui fait les choses en cachette. Mais le cafard, de l'expression « avoir le cafard », semble venir du poète Charles Baudelaire qui l'a introduit dans Les Fleurs du Mal en 1857, tout comme il a popularisé le mot anglais « spleen » avec le même sens de tristesse, de mélancolie. Donc avoir le cafard signifie avoir des idées noires. Nous disons aussi avoir le blues, en référence à la musique d'origine afro-américaine venant du chant des esclaves et porteuse de tristesse ou de nostalgie. J'ai évoqué comme expression synonyme ne pas être dans son assiette. L'assiette en question n'est pas la vaisselle, mais un synonyme de façon d'être. On utilise d'ailleurs le mot assiette dans ce sens en équitation, où l'assiette est la position, la manière d'être assis sur sa monture. Et l'expression ne pas être dans son assiette signifie donc que l'on ne se sent pas très bien, que l'on n'est pas dans un état normal, que ce soit physiquement ou mentalement, ou les deux. Broyer du noir est également une expression synonyme, qui signifie qu'on pense toujours aux mêmes choses, à des choses négatives, et donc des idées noires. Donc en anglais, on dirait to feel blue ou to have the blues. Et en allemand, den Blues haben. Et en italien, essere abbacchiato. Expression numéro 3. Être beurré comme un petit lu. Cette expression date du XXe siècle et signifie être saoul, ivre. Il existe beaucoup de synonymes comme bourré, éméché, pompette. Mais parlons d'abord de l'expression beurré comme un petit lu. Beurré pour ivre est un mot d'argot qui est une simple déformation de bourré. L'adjectif beurré renvoie en premier lieu à ce qui est recouvert d'une couche de beurre, puis, par analogie, ce qui est enduit d'une substance pâteuse quelconque. Or, quelqu'un qui est ivre a généralement du mal à parler correctement, à articuler, comme si cette personne avait la langue pâteuse. Bah oui, non. La plupart des organes sexuels maintenant, c'est des mecs qui moi, je vais pas acheter non plus. De plus, dans l'argot des imprimeurs et dès le début du XIXe siècle, une page beurrée était une page surchargée, imbibée d'encre noire, tout comme celui qui est beurré est imbibé d'alcool. Reste à expliquer le petit lu. Les petits lus sont des biscuits célèbres en France, fabriqués depuis le milieu du XIXe siècle par la société Lefèvre Utile, LU, lu en abrégé. Ces biscuits sont appelés des petits beurres, tout simplement parce qu'ils sont fabriqués, entre autres, avec du beurre, comme leur nom l'indique. On peut dire qu'ils sont bourrés, autrement dit remplis de beurre. De là le rapprochement entre les termes beurré et bourré. Dire bourré pour parler de quelqu'un qui est saoul revient à dire que cette personne est remplie à son maximum et remplie d'alcool. On peut d'ailleurs dire aussi il est plein comme un œuf, par exemple. Alors, l'équivalent en anglais serait to be drunk as a sailor on leave ou drunk as a fiddle. En allemand, ce serait plutôt Sternhagel voll. Et en italien, sciucco ou bien essere nero. D'ailleurs, on dit aussi, pour être saoul en français, être noir. Donc, essere nero. Expression numéro 4. En perdre son latin. Cette expression veut dire ne plus rien comprendre. Alors, autrefois en France et dans les autres pays chrétiens, le latin était la langue principalement écrite, maîtrisée par les érudits, les savants et les ecclésiastiques, opposée à la langue parlée, vulgaire, le roman. Au XVIe siècle, perdre son latin
signifie renoncer à comprendre, car le latin est difficile pour un Français de la rue qui ne parle que la langue parlée. Mais cela signifie aussi ne plus savoir que faire, ni que dire. D'ailleurs, on disait aussi être au bout de son latin. Au XVIIIe et XIXe siècle, on utilisait perdre son latin pour dire perdre son temps, travailler inutilement à quelque chose. Ce qui revient à dire que le latin, pourtant indispensable pour comprendre l'étymologie de beaucoup de nos mots, mais néanmoins pas utilisé par l'homme de la rue, a toujours eu une connotation négative, probablement parce qu'apprendre le latin est difficile, paraît inutile puisqu'on ne le parle pas tous les jours, on n'entend finalement qu'à la messe, et surtout parce qu'il représentait le fossé entre les érudits, les savants et les autres, les gens entre guillemets ignorants. Alors, en anglais, on dit plutôt « It's double Dutch to me » ou bien « It's all Greek to me ». Et en allemand, « Mit seinem Latein am Ende sein ». Et en italien, « Non capirci un accidente » ou encore « Non capire un cazzo » ou « Non capire un ficco secco ». Expression numéro 5. Mettre les points sur les « i ». Et j'ai mis entre parenthèses et les barres sur les T. Cette expression signifie expliquer clairement, s'expliquer plus nettement, avec un peu d'agacement, donner toutes les précisions pour régler une situation difficile, conflictuelle. Souvent, on n'utilise pas l'expression entière qui est mettre les points sur les i et les barres sur les t, mais uniquement la première partie, mettre les points sur les i. En anglais, dans l'expression semblable, to dot the i's and cross the t's, il n'est pas question de conflit, mais plutôt de bonnes nouvelles. Elle signifie vérifier des détails. Et surtout, en anglais, on utilise toujours l'expression dans son intégralité. En français, si je dis « je vais mettre les points sur les i », eh bien, je précise quelque chose parce que je ne suis pas satisfaite. Et donc, je rappelle les règles. Alors, en anglais, je l'ai dit, et en italien, on dit « mettere i puntini sulle i », comme en français. Expression numéro 6, les doigts dans le nez. Quand je dis les doigts dans le nez, cela revient à dire sans effort, très facilement, fingers in the nose, sans difficulté. Il existe une expression semblable qui est haut la main. L'expression serait apparue en 1912 dans le langage des courses hippiques. Le jockey est arrivé le premier, les doigts dans le nez. C'est une image qui montre la facilité, l'insouciance qu'a eu ce jockey à gagner, puisqu'au lieu d'avoir l'esprit complètement préoccupé par sa course, il a pu prendre le temps, comme les enfants, de se mettre les doigts dans le nez. Alors, en anglais, on dirait plutôt « hands down » ou « with one hand tied behind one's back » ou « as easy as pie ». Et en allemand, on dirait plutôt « mitlinks ». Et en anglais, à « occhi chiusi », c'est-à-dire les yeux fermés, ce qui se dit aussi en français, ou « con le mani in tasca » ou « le dita nel naso » comme en français. Expression numéro 7. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cette expression signifie « cela n'en vaut pas la peine ». Cela ne justifie pas les frais envisagés ou les problèmes qui vont en découler. Elle date du XVIe siècle, époque où les salles de jeu étaient éclairées à la chandelle. Les chandelles considérées alors comme un objet de luxe. Les joueurs devaient laisser de l'argent en partant pour dédommager le coût de cet éclairage. Et lorsque les gains étaient faibles, ils ne couvraient même pas le prix de la chandelle. Alors, en anglais, l'expression est très proche puisqu'on dit « the game isn't worth the candle ». En allemand, on dit plutôt « das lohnt sich nicht » et en italien, se dit « il gioco non vale la candela ». Même chose, le jeu ne vaut pas la chandelle. Expression numéro 8.
revenons à nos moutons. Cette expression revient à dire revenons à notre sujet, revenons à ce dont il est question. Elle vient du XVe siècle et plus précisément d'une comédie de la fin du Moyen-Âge, la farce de Maître Patelin. Dans cette histoire, on assiste à un procès dans lequel Maître Patelin est un avocat douteux qui a réussi à extorquer des marchandises à un drapier, Guillaume Jossaulme. Or, dans ce procès, on juge un berger qui a égorgé des moutons appartenant à ce fameux drapier, Jossaulme. Étonné de voir Patelin dans ce tribunal, Jossaulme s'embrouille et entremêle les deux histoires. Le juge, ne comprenant pas pourquoi il est question de drap, dit alors au plaignant, Jossaulme, revenons à nos moutons, c'est-à-dire revenons au sujet de la plainte, les moutons. Alors en anglais, l'équivalent serait let's get back to the point, en allemand kommen wir zur Sache et en italien torniamo a bomba ou torniamo a noi. Expression numéro 9. Filer à l'anglaise. Cette expression signifie partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer, filer en douce. L'origine de cette expression n'est pas certaine. Il peut s'agir d'une vengeance relativement récente vis-à-vis des Anglais qui utilisent l'expression « to take French leave », filer à la française, pour signifier la même chose. Il peut aussi s'agir d'une déformation orale du mot « anguille ». Parmi d'autres explications, au XVIe siècle, un créancier était appelé un Anglais. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et on imagine bien le débiteur filer à l'anglaise lorsque son créancier préféré était dans les parages. Alors on peut dire aussi partir sur la pointe des pieds, autrement dit sans faire de bruit, sans se faire remarquer. Alors en anglais, je viens de le dire, on dit to take French leave. En allemand, eh bien également Französischen Abschied nehmen. Eux aussi, ils filent à la française. Et en italien, andarsene all'inglese, comme en français. Comme vous pouvez le constater, match nul. Les Anglais et les Allemands filent à la française, tout comme les Espagnols, les Portugais et les Grecs, alors que les Français et les Italiens filent à l'anglaise, comme les Hongrois, les Polonais et les Russes. Dernière expression, l'expression numéro 10, jeter un bébé avec l'eau du bain. Cela signifie perdre de vue l'essentiel, se débarrasser d'une chose pourtant importante pour éviter les ennuis et ne pas être impliqué, ou encore pécher par excès de zèle. Et quelqu'un qui est trop absorbé par ses pensées et qui peut jeter l'eau du bain avec un bébé dedans a effectivement perdu de vue quelque chose de très important. Le bébé. Cette expression est une traduction littérale relativement récente de l'anglais, to throw the baby out with the bathwater, mais en réalité, les Anglais l'ont eux-mêmes empruntée à l'allemand où elle apparaît dans la littérature en 1512 sous la forme Das Kind mit dem Bad ausschütten. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'un historien anglais germanophile, Thomas Carlyle, l'utilise dans un de ses écrits, après avoir souvent entendu la version allemande. De là, elle se répand chez nos amis d'outre-Manche, avant que quelqu'un ayant apprécié l'image du pauvre bébé jeté aux égouts ne la transpose chez nous. Donc, en anglais, on dit « to throw the baby out with the bathwater », en allemand « das Kind mit dem Bad ausschütten » et en italien « buttare il bambino con l'acqua sporca », c'est-à-dire jeter le bébé avec l'eau sale, ce qui revient au même. Voilà, cette vidéo sur les expressions idiomatiques est terminée. Il y en aura d'autres. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que vous y trouverez une utilité et je vous dis à la prochaine fois.